Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre une audition, l'audition de Jean-Claude Amezen. Alors Jean-Claude Amezen, c'est le président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Il est auditionné devant la Commission des affaires sociales du Sénat. C'est le sénateur Alain Milon, le président de cette Commission des affaires sociales, qui est à l'initiative d'un cycle d'auditions et de tables rondes. L'objectif, c'est de nourrir la réflexion du Sénat en vue de la révision de la loi de bioéthique de 2011. L'idée, c'est donc de réfléchir à la loi de bioéthique, en particulier la recherche sur l'embryon et les cellules souches, les dons et les transplantations d'organes, ou encore l'assistance médicale à la procréation. Voilà, sans plus tarder, je vous propose tout de suite d'écouter donc cette audition de Jean-Claude Amezen. Première remarque que je voulais faire concerne la manière dont la démarche éthique, bioéthique ou la démarche d'éthique biomédicale s'inscrit dans la réalité du soin ou ne s'inscrit pas dans la réalité du soin dans le cadre des différentes lois qui la concernent. L'un des piliers de la démarche éthique biomédicale moderne, depuis ce qu'on a appelé le code de Nuremberg, depuis le procès des médecins nazis à Nuremberg, est la notion de choix libre et informé, qui s'est d'abord développé dans le cadre de la participation des personnes à la recherche. Et puis, comme vous le savez, plus récemment, dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, dans le domaine même des soins, où toute personne prend avec le professionnel de santé, en fonction des informations et des recommandations qu'il lui a faites, les décisions concernant sa santé. Donc il ne s'agit pas simplement, comme on le dit très souvent, d'un consentement libre et informé. Il ne s'agit pas simplement de dire oui ou non. Il s'agit de choisir, de prendre des décisions informées et accompagnées. Et pour témoigner du fait que ce processus, qui est devenu central dans la démarche éthique biomédicale, a bien lieu, il y a eu l'idée, puis l'entrée dans la pratique, de le faire valider par un document qui témoigne du fait que le processus a eu lieu. Et donc, ce sont les formulaires qu'on appelle les formulaires de consentement libre et informé. Le problème de ces formulaires, c'est que de plus en plus, et j'en ai eu des illustrations par des personnes proches, ce formulaire tend à remplacer le processus dont il est censé témoigner. Et donc, au lieu d'un processus de choix libre et informé, c'est-à-dire d'un dialogue avec la personne, eh bien, on lui fait signer un formulaire, on lui donne un formulaire. Et donc, le formulaire, paradoxalement, témoigne du fait que le processus de choix libre et informé n'a pas eu lieu. Le formulaire, de plus en plus souvent, nie le processus dont il témoigne. Il y a une deuxième notion dans ce concept de choix libre et informé, qui est le droit de savoir et le droit de ne pas savoir, c'est-à-dire le droit de ne pas me voir imposer une information que je ne pourrais pas oublier et qui va causer une souffrance que je ne veux pas subir. Or, un formulaire qui décrit l'ensemble de ce qui va être fait, évidemment, ne respecte pas le droit de ne pas savoir, sauf à ne pas le lire, ce qui ne respecte pas le droit de savoir. Et donc, il y a quelque chose dans le formulaire lui-même qui non seulement ne témoigne pas de plus en plus que le processus a eu lieu, mais qui substitue à ce processus quelque chose qui ne respecte pas un des droits essentiels. Si je poursuis dans ce domaine, et avec la meilleure intention du monde, il a été prévu pour que les personnes soient informées d'une maladie grave, et en particulier, ça s'est développé dans le cadre du cancer, il a été prévu des formations pour qu'il y ait des infirmiers et des infirmières d'annonce. Or, l'annonce n'est pas un dialogue. Les annonces se font dans les gares, dans les aéroports ou dans d'autres contextes plus solennels, mais une annonce, c'est une information qu'on reçoit. Ça n'est pas un dialogue au cours duquel on est informé à mesure de ce que l'on veut savoir et permet de réfléchir. Donc je crois que le concept même, l'idée même de remplacer un processus de choix libre et informé par une annonce montre d'une certaine façon une distance de plus en plus grande qui est prise par rapport au processus. Un processus de choix libre et informé demande un dialogue que rien ne peut remplacer. Et un dialogue, ça demande du temps. La tarification à l'activité à l'hôpital,
la T2A, qui ne rentre pas dans le champ de la loi relative à la bioéthique, mais qui impacte, qui influe sur son application. La tarification à l'activité tarifie des actes techniques, mais ne prend pas en compte la rémunération du temps passé à dialoguer, à informer, à permettre de réfléchir. Et donc, lorsqu'un soignant passe du temps à informer et à permettre de réfléchir, eh bien, il fait perdre de l'argent à l'hôpital, puisque ce qui est remboursé à l'hôpital, c'est l'acte technique. Et donc, vous voyez que cette question du temps qui est pris pour faire en sorte que les principes fondamentaux de la démarche éthique biomédicale s'inscrivent dans la réalité, est quelque chose d'important, parce que sinon, paradoxalement, on attache de plus en plus d'importance aux notions d'éthique biomédicale, mais dans les faits, on ne permet pas, voire on empêche leur inscription dans la réalité. Et donc j'ai peur que les textes, je veux dire, qui ne permettent pas d'évaluer l'application quotidienne de ces principes dans la réalité, soient des substituts et un côté déclaratif, incantatoire, qui ne tiennent pas compte de la réalité. Donc je pense que le rôle du Parlement dans l'évaluation de l'inscription de ces principes dans la réalité la plus quotidienne est quelque chose d'essentiel. Donc je pense que c'est un contexte général dans lequel le réexamen de la loi, l'examen de la loi doit s'inscrire. Il y a un paradoxe aussi français, puisque vous parliez de l'Europe, hein, de ce qui se passe, c'est que nous attachons beaucoup d'importance aux examens qui vont permettre le diagnostic d'une maladie, et non pas à la gravité de la maladie, et donc à l'importance de l'information qui va découler de ce diagnostic. Je m'explique. Dans un domaine particulier qui est l'étude des caractéristiques génétiques, qui fait partie du champ de la loi relative à la bioéthique, a été mis en place ce qu'on a appelé un conseil génétique, et qui est la mise en place d'un véritable processus de choix libre et informé, d'un dialogue, d'une possibilité d'information et de réflexion. Mais lorsque le même diagnostic va être réalisé par une démarche qui n'implique pas un test génétique, eh bien, ce processus de choix n'est pas prévu. Et donc, pour vous donner un exemple schématique et caricatural, si on fait un diagnostic d'hémophilie en réalisant un test génétique, il y aura mise en route un processus de choix libre et informé. Si on fait ce diagnostic en dosant des facteurs de coagulation dans le sang, eh bien, il n'y aura pas de processus. Or, c'est l'importance de l'information qui compte et non pas la modalité qu'on a utilisée pour l'obtenir. Donc là aussi, je crois qu'il faut repenser ce processus du choix libre et informé et ne pas, lorsqu'il a lieu, lorsqu'il est fixé de manière claire dans la loi, le restreindre à certaines situations qui ne concernent, encore une fois, que les outils qu'on utilise pour y arriver. Le champ de la loi relative à la bioéthique que vous connaissez aussi bien ou mieux que moi est large. Il concerne l'étude des caractéristiques génétiques, donc les tests génétiques, qui sont remplacés, on pourra en discuter de plus en plus, et vont être remplacés par un séquençage large du génome. Et donc la notion même de test génétique et d'information sur les tests génétiques va radicalement changer, est en train de radicalement changer, puisque lorsque l'on cherche quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc il est difficile de se préparer à accepter ou à refuser un test dont on ne connaît pas a priori la réponse. Donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc il y a les tests génétiques, il y a le diagnostic prénatal et préimplantatoire. Un mot à ce sujet, des avancées techniques récentes permettent de séquencer l'ensemble du génome d'un fœtus à partir d'une goutte de sang à la 8e semaine de grossesse. Et donc vous voyez que ce que l'on va faire à partir de cette information, qui peut être utile, qui peut être non interprétable, qui peut être angoissante, qui peut entraîner une confusion entre ce qui est pathologique et ce qui est simplement rare et donc difficile à interpréter. Est-ce que la rareté, comme on n'en connaît pas la signification, devient quelque chose de dangereux, va changer aussi la pratique du diagnostic prénatal et peut-être préimplantatoire. Vous avez l'interruption médicale de grossesse, vous avez les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Et on pourra peut-être y revenir parce qu'elle pose une question intéressante aussi. Et puis, vous avez l'assistance médicale à la procréation, qui est un sujet de réflexion majeur aujourd'hui. Et puis, je disais que c'est vaste. Il y a les neurosciences et l'imagerie cérébrale. Et puis, il y a les greffes d'organes et de tissus. Donc, vous voyez que ce champ est très vaste.
mais le champ des débats publics, des états généraux qui concernent la bioéthique est encore plus large, puisque vous savez que les questions touchant à la fin de vie ont été inscrites et elles sont hors du champ de la loi relative à la bioéthique. Et donc le débat qui est en train de se dérouler a un champ plus large que les sujets qui sont spécifiquement traités par cette loi. Mais la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, d'une certaine façon, prévoit que ce champ soit plus large que la liste de ces sujets. Je m'explique. Le législateur a prévu que tout projet de réforme qui soulève, dit le législateur, des problèmes éthiques et des questions de société liées au progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit faire l'objet, à titre préalable, d'un débat public sous forme d'états généraux. Et donc c'est la loi relative à la bioéthique qui prévoit que tout problème éthique et toute question de société qui est soulevée par l'avancée des connaissances dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé, et donc vous voyez que c'est extrêmement large, doit faire l'objet d'un débat public. Un petit mot peut-être, parce que j'entends en permanence le terme depuis longtemps d'ailleurs, de révision de la loi relative à la bioéthique. En 2004 et en 2011, le législateur a prévu un nouvel examen. Et il me semble qu'un nouvel examen ne signifie pas exactement la même chose qu'une révision en termes de loi. Et je crois qu'une réflexion publique gagne, si on veut qu'elle soit ouverte, claire et intéressante et intelligente, à ne pas être conditionnée ou à ne pas se sentir conditionnée par le fait qu'il y aura forcément une modification législative au terme de ce débat. Et donc je crois que le terme d'examen, de la même façon que le terme de débat public, signifie qu'on se repenche sur le problème, qu'on réfléchit, qu'on essaye de s'approprier les questions et les éventuelles réponses, sans cristalliser le débat, hein, en impliquant que il y aura une conséquence au terme de ce débat, ce qui a tendance, en particulier dans notre pays, à segmenter la population entre ceux qui sont pour une modification, ceux qui sont contre une modification, et pas véritablement à une réflexion de fond. Donc je trouve que ce terme de nouvel examen est plus ouvert qu'un terme de révision, qui sous-entend qu'on va changer quelque chose. Et c'est le terme que le législateur a utilisé, encore une fois, en mettant l'accent en 2011, dans la loi relative à la bioéthique de 2011, sur l'importance de ce débat public, et en découplant, contrairement à ce qui est souvent pensé, le débat public de réexamen de la loi relative à la bioéthique. Je m'explique. Tout projet de réforme dans les domaines que j'ai évoqués doit donner lieu à un débat public. Mais le législateur a ajouté qu'en l'absence de projets de réforme donnant lieu à des états généraux, le Comité consultatif national d'éthique devait initier des états généraux tous les 5 ans. Le législateur a prévu que le réexamen de la loi relative à la bioéthique se fasse tous les 7 ans. Et donc, d'une certaine façon, il a découplé le débat public qui porte sur ces sujets du réexamen, du nouvel examen par le législateur. Et donc, il a découplé le débat des éventuelles décisions législatives qui auraient lieu. Et donc, je crois que c'est sain. Encore une fois, moins il y a de conséquences immédiates attendues d'un débat, et plus la réflexion peut véritablement essayer de déplier la complexité des sujets, essayer de révéler des enjeux qui ne sont pas évidents, et je dirais être l'occasion de faire preuve d'intelligence collective, plutôt que de, encore une fois, cristalliser les positions et les décisions. Et donc je pense qu'à l'avenir, il serait bon, au fond, que ces débats publics ne soient pas forcément calés sur le moment de la révision. Il se trouve que, pour des questions de calendrier, comme nous avions, lorsqu'un projet de réforme avait été annoncé en ce qui concerne et qui a donné d'ailleurs lieu à une nouvelle loi, la fin de vie, en 2013, eh bien, nous avions décidé, en application de la loi relative à la bioéthique, d'initier des états généraux, d'initier un débat public. Et donc, les conclusions que nous avions rendues à l'OPEXT dataient de 2014. Et donc, vous voyez que 2018, c'est le délai. Donc il y a eu un débat sur un des sujets. Mais je pense qu'à l'avenir, encore une fois, le fait que ces débats ne soient pas couplés
temporellement au débat du législateur est quelque chose sans doute souhaitable. Le débat public lui-même, je pense que le débat public, encore une fois, gagne à être serein. 6 mois, c'est court. Entre le moment où la commission SICAR avait été mise en place pour les questions relatives à la fin de vie et le moment où nous avons rendu nos observations à l'office parlementaire, il s'est écoulé près de 2 ans. Et il nous a semblé que la durée de ce débat lui donnait une certaine sérénité, une certaine ouverture. Donc je pense que 6 mois, c'est bien, 6 mois de débat, mais c'est peut-être un peu court, surtout quand dans la société, il y a l'idée qu'il va y avoir une conclusion en termes d'éventuelles modifications de la loi qui va être faite au terme de ce débat. Donc, un débat ouvert. Pour moi, c'est ce que prévoit d'ailleurs le législateur dans l'article 46 de la loi relative à la bioéthique, avait prévu que ces états généraux se déroulent sous la forme de conférences de citoyens, au pluriel. Et donc, vu la multiplicité des sujets qui sont non seulement à l'intérieur qui sont précisément décrits par la loi relative, mais l'ensemble du champ, je trouve que les conférences de citoyens ont ceci d'intéressant. C'est que beaucoup de pays, longtemps avant nous, y ont eu recours. Qu'elles permettent, elles ont deux intérêts. Elles permettent à des personnes tirées au sort, donc venant de tous les horizons, de s'informer et de réfléchir ensemble. Et donc je crois qu'il y a une possibilité dans ces conférences de faire preuve d'intelligence collective et donc d'inventer des questionnements nouveaux ou des réponses nouvelles. Il y a une deuxième vertu, me semble-t-il, c'est que lorsque des citoyens se réunissent ensemble, tout simplement parce qu'ils ont été tirés au sort, ça donne l'idée, il y a une vertu pédagogique, c'est-à-dire ça promeut la notion que des citoyens divers qui se réunissent, à condition de s'informer et d'avoir le temps de réfléchir, peuvent élaborer une réflexion originale. Je crois que dans notre pays, la notion de débat public est souvent restreinte à la confrontation d'idées déjà préétablies. On écoute, on s'exprime et on choisit. Or, il me semble qu'un véritable débat public, c'est comme ça que ça se conçoit dans d'autres pays, c'est comme ça que se conçoivent les débats dans des instances comme le Comité consultatif national d'éthique, ça n'est pas simplement choisir entre des idées déjà énoncées ou établies, c'est essayer d'inventer quelque chose de nouveau, d'original, qui enrichit le débat en apportant une vision complémentaire. Et donc je crois qu'on gagnerait dans notre pays à démultiplier sous diverses formes ce qui n'est pas seulement, ce qui est important, une enquête d'opinion ou une demande à des personnes d'exprimer ce qu'elles pensent déjà vouloir ou ce qu'elles pensent sur un site. Pas simplement être dans des lieux où on s'exprime et on écoute les autres s'exprimer, mais à réfléchir ensemble. Et réfléchir ensemble, c'est très différent, encore une fois, du simple fait de s'exprimer, d'écouter, qui est de l'ordre de la photographie instantanée. Alors que réfléchir ensemble, c'est un processus. C'est au Comité consultatif national d'éthique. Lorsque la réflexion, lorsqu'il arrive que la réflexion amène sur des chemins différents de ce que chacun des participants pensait au départ, eh bien c'est quelque chose que nous considérons comme intéressant, parce que c'est une contribution au débat en apportant quelque chose d'original et nouveau, et pas simplement un choix entre des idées. Et je pense que cette notion de choix libre et informé dont je parlais, qui est au cœur de la démarche éthique biomédicale moderne, eh bien, elle est aussi au cœur de la démocratie. C'est réfléchir ensemble pour inventer ensemble et pas simplement choisir entre ce qui est déjà établi et existant. Donc je crois qu'il y a une conférence de citoyens qui est prévue dans le cadre des États généraux. Je pense que ouvrir à l'avenir la participation des conférences de citoyens ou des modalités de réflexion collective sous d'autres formes est intéressant, d'autant que dans notre pays, nous avons l'habitude, lorsque nous réfléchissons ensemble, de réfléchir entre gens semblables, de même profession, de même âge, de même lieu. Nous avons peu l'habitude de réfléchir dans la diversité. Et je crois que le tirage au sort a cet avantage, en fait, d'être une diversité pour laquelle il n'y a pas de biais.
Le point de vue international et européen en particulier, je pense qu'on les confond souvent. Je crois que les deux sont importants. Moi, j'ai toujours attaché une importance considérable aux réunions que notre comité avait avec les autres comités européens et les autres comités dans le monde, parce qu'on devient plus intelligent en comprenant non pas ce que les autres font, ça on le sait, mais les raisons pour lesquelles ils ont élaboré d'autres façons de voir les choses et éventuellement d'autres réponses. Et au fond, on en sait plus sur le sujet. Ça ne fait pas forcément changer l'opinion que l'on a de ce qui serait souhaitable, mais ça l'enrichit parce qu'on est plus informé du contexte général et chaque pays, chaque culture, chaque jurisprudence a une autre façon de poser les problèmes, qui parfois d'ailleurs est a priori déroutante et étonnante, parce que on a l'impression que notre façon de poser un problème est la seule façon possible, et en fait elles sont très diverses. Quand je dis différence entre l'Europe et le monde, pourquoi? Parce qu'en Europe nous avons une Cour européenne de justice et une Cour européenne des droits de l'homme, ce qui signifie, ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays dans le monde, ce qui signifie que des pratiques aussi contradictoires que celles qui peuvent avoir lieu dans le domaine de l'éthique biomédicale lorsqu'on passe la frontière de notre pays pour aller dans un autre pays, sont toutes considérées jusqu'à aujourd'hui comme compatibles par la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne de justice avec les principes fondamentaux de respect des droits de l'homme sur lesquels est fondée l'Europe. Et donc je crois que comprendre la manière, qui parfois est radicalement différente, qu'ont nos voisins européens de respecter de manière très différente les mêmes principes, est autre chose que de s'informer de la manière dont d'autres pays, qui n'ont pas forcément les mêmes principes, qui n'ont pas forcément la même histoire, qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques de respect des droits fondamentaux, l'envisagent. C'est intéressant, mais c'est autre chose. Et donc ce qui se fait en Europe nous parle plus de nous que ce qui se fait ailleurs. Et donc, je crois, nous interpelle de manière plus intéressante. Et étant donné qu'il y a une libre circulation des citoyens à travers l'Europe, je pense que c'est intéressant de se pencher. À ce titre, il me semble que l'une des caractéristiques de notre pays, c'est que chaque fois que nous avons des débats au Parlement ou dans la société sur les questions qui touchent à l'éthique biomédicale, nous parlons beaucoup de nos voisins. Nous parlons de ce qu'ils font, nous considérons qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font et que nous avons tort de ne pas le faire, nous considérons qu'ils ont tort de le faire et que nous avons raison de ne pas le faire, mais nous les écoutons très rarement. Or, malgré ma très grande connaissance, ou ma connaissance relativement importante de ce que font et pensent nos voisins en termes d'éthique biomédicale, ce que je peux en dire sera différent de ce qu'en dira un membre d'un comité consultatif national d'éthique d'un pays européen. Et donc je crois que c'est important, je crois que nous perdons beaucoup à parler des autres sans les entendre. Et que dans le cadre des auditions, qu'il s'agisse des auditions qui auront lieu ou des exposés qui auront lieu dans le cadre des États généraux ou au Parlement, je pense qu'il serait intéressant d'avoir une vision plurielle de ce que pensent nos voisins européens, voire certains autres pays dans le monde, et que ça nous rendrait encore une fois plus capables de décider en bonne connaissance de cause de questions qui sont traitées de différentes manières autour de nous. Un dernier mot sur le champ, peut-être, d'une manière générale. Alors d'abord, comme je le disais, ce champ est vaste. Et vous voyez bien, lorsqu'on parle de bioéthique, j'ai toujours trouvé le terme étrange, même s'il a une histoire, parce que bioéthique, d'un point de vue étymologique, ça veut dire éthique du vivant. Les questions éthiques concernant le vivant existent, elles sont multiples, elles touchent à la biodiversité, elles touchent à l'environnement, elles touchent à toute une série de questions extrêmement importantes. Mais il me semble que l'éthique biomédicale a toujours eu pour préoccupation les relations entre la biologie, la médecine et, je dirais, la préoccupation pour la santé et le respect des droits de la personne. Et donc, si la biologie, je dirais, s'intéresse et s'adresse à des parties vivantes que nous partageons avec d'autres êtres que des êtres humains, il me semble que ce qui la fonde, c'est une interrogation sur le respect de la personne. Et donc je trouve que le terme de bioéthique, introduisant cette notion de vivant, est plus du domaine, encore une fois, de la recherche ou de toute une autre série d'approches extrêmement importantes que ce qui nous concerne. C'est pour ça que je préfère le terme, même s'il est restrictif, d'éthique biomédicale. Restrictif pourquoi? Parce que biomédical
En réalité, et je vous le disais, en ce qui concerne l'article 46 de la loi relative à la bioéthique de 2011, il s'agit des problèmes éthiques soulevés par les avancées des connaissances dans le domaine non seulement de la biologie et de la médecine, mais de la santé. Un terme qui dépasse, au fond, le champ de la médecine. Et c'est pour ça que je crois que des questions qui ne rentrent pas spécifiquement dans le cadre de la loi relative à la bioéthique, doivent être prises en compte quand on réfléchit à cette loi. Je m'explique. Lorsque l'on s'intéresse aux innovations en termes thérapeutiques ou en termes de dispositifs médicaux, eh bien la question de l'accessibilité de ces traitements ou dispositifs médicaux, la question de leur coût, la question de l'équité d'accès sont des questions essentielles. Et donc réfléchir à des avancées sans réfléchir aux moyens de les rendre accessibles est quelque chose de difficile. Donc ça, je dirais que ce champ qui touche à l'économie a une relation en termes de faisabilité. Et des disparités peuvent conduire à des paradoxes. Hein, c'est-à-dire qu'on va prendre des précautions dans la façon dont, je dirais, un test va être réalisé, mais on ne se préoccupera pas forcément du fait qu'il n'y a pas un égal accès à ce test pour chacun. Donc il y a un champ qui est plus large. Le champ du handicap, le champ de la vieillesse et du vieillissement est important. Pourquoi ? Parce que faire un test génétique sophistiqué à un enfant atteint de handicap, pour l'aider, c'est bien. Mais si ce geste est complètement déconnecté de tout accompagnement ultérieur, il a quelque chose d'assez artificiel, voire d'assez choquant. Et donc je crois que c'est difficile de s'interroger sur les tests génétiques en matière de handicap si on ne s'intéresse pas aussi, pas forcément dans le cadre de la loi relative à la bioéthique, aux modalités d'accompagnement des personnes une fois que ce test aura été réalisé. Et donc je crois que la loi relative à la bioéthique ne peut pas être ouverte d'une telle manière qu'elle inclut toutes les questions qui touchent au respect de la personne dans le cadre de la démarche éthique biomédicale, mais elle doit le penser. Je pense que c'est le socle dans lequel ces mesures doivent s'inscrire, et que se couper de ce socle peut avoir quelque chose qui rende, au fond, cette loi un peu artificielle ou un peu déconnectée de la réalité. Nous sommes un pays de réparation. Heureusement, ça commence à changer. Nous sommes un pays dans lequel le budget de santé publique, qui est l'un des plus élevés du monde, consacre, si ma mémoire est bonne, moins de 5% à la prévention et plus de 95% à la réparation. Le préambule de notre Constitution spécifie que la nation garantit à chacun la protection de la santé. La réparation n'est pas la seule manière de protéger la santé. La prévention est le premier moyen. S'il y a un dégât, s'il y a une maladie, la réparation à ce moment devient quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui me frappe, et nous avons, et c'est bien, une attention considérable qui fait d'ailleurs la couverture des magazines au classement annuel des hôpitaux. La qualité des hôpitaux et la qualité des actes réalisés dans les hôpitaux. Je n'ai jamais vu dans ces classements qui ont lieu depuis plusieurs années une mise en rapport entre la qualité des hôpitaux et l'état de santé des personnes qui vivent dans l'environnement de ces hôpitaux. Comme si, au fond, cette question n'avait aucun intérêt. Comme si ce qui était important, c'était de savoir avec quelle qualité on répare, mais pas du tout avec quelle qualité de santé les gens dans l'environnement de l'hôpital ou dans la ville de l'hôpital vivent. Il y a des études qui sont faites par des réanimateurs, des études européennes, mais des études qui se déroulent en France, dans lesquelles des personnes qui sortent de réanimation, qui sont entrées dans un état très grave, sortent de réanimation dans le même état de guérison. Et donc c'est un succès thérapeutique. Et puis ces médecins ont commencé à regarder quel était l'état de ces personnes 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Eh bien, le devenir de ces personnes est étroitement corrélé aux modalités de vie familiale, aux modalités de vie socio-économique, aux modalités d'accompagnement. Et donc, se focaliser uniquement sur la réparation, qui est essentielle, c'est perdre de vue que le but de la réparation, c'est de permettre à une personne de vivre dans le meilleur état de santé dans la durée. Et encore une fois, nous avons une vision un peu photographique des questions de santé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu le reflet de ce que je disais pour la tarification à l'activité. Quelle est la qualité de l'acte qui a été réalisé? Alors que le but de cet acte, c'est de permettre
un état de bonne santé, et ça, c'est quelque chose qui est oublié. Donc cet accent qui est mis sur la réparation nous fait perdre de vue la prévention et nous fait perdre de vue des questions importantes qui sortent du champ de la médecine et qui sortent, je dirais, du champ de la responsabilité individuelle. Je m'explique. Plus de 40 000 personnes dans notre pays meurent chaque année prématurément en raison de la seule pollution de l'air extérieur. Il est évident que vous pouvez faire la meilleure imagerie médicale, faire les meilleurs tests et apporter les meilleurs traitements, eh bien, vous n'aborderez pas cette cause majeure d'atteinte à la santé. Et donc je pense qu'une démarche éthique en matière de prévention doit prendre en compte aussi les facteurs de l'environnement. Tout ça pour vous dire qu'évidemment ça ne peut pas rentrer dans le champ d'une loi, mais ça veut dire, me semble-t-il, que cette loi, comme d'autres lois, doit être pensée en articulation, en complémentarité avec d'autres démarches, qui risquent sinon, je dirais, de la vider d'une partie de son sens. Et peut-être pour reprendre les termes de mon prédécesseur à la présidence du comité d'éthique, Didier Sicard, qui risque de devenir un alibi éthique, c'est-à-dire qu'on croit, au fond, qu'on a répondu aux prérequis de la démarche éthique biomédicale moderne, alors qu'on a résolu une partie en se désintéressant de l'ensemble. Donc je crois que c'est quelque chose d'important. Un dernier point, on a souvent l'impression que la bioéthique, l'éthique biomédicale moderne, concerne au fond le meilleur moyen d'appliquer les nouvelles connaissances et les nouvelles avancées techniques et de la science dans le respect de chaque personne. Mais le débat le montre aujourd'hui. Les questions de bioéthique dépassent ce champ. Lorsque l'on se pose des questions actuellement sur la fin de vie, la loi précédente, la loi Claes-Leonetti et la loi de Leonetti, il est évident que ça n'est pas en réponse à une avancée fondamentale de la connaissance ou à une avancée fondamentale de la science ou de la technique. Si on ouvre le champ de avancée de la connaissance aux sciences humaines et sociales, oui, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle appréhension d'un certain nombre de questions médicales. Et je pense que c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la question de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à des couples de femmes ou à des femmes seules. Il est évident que ça n'est en rien lié à une avancée particulière de la science, de la médecine ou de la technique. C'est lié à une évolution sociétale. Et donc je crois que, au fond, le champ tel qu'il est actuellement, tel qu'il est en train de se construire, ça n'est pas simplement les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les avancées des connaissances dans le domaine 2, c'est aussi les avancées ou les modifications sociétales qui elles-mêmes, au fond, soulèvent de nouvelles questions éthiques, sans qu'il y ait eu forcément modification ou avancée des connaissances. Il y a même parfois un défaut de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'avoir des connaissances nouvelles pour savoir comment répondre au mieux à ces questions. Donc je crois que c'est un champ large, et je crois là encore que les sciences humaines et sociales, en termes de connaissances, ont de plus en plus de rôle à jouer dans ces questions. Lorsqu'il y a avancées techniques ou scientifiques, ces avancées peuvent être très loin de la biologie et de la médecine. Je m'explique. Actuellement, et c'est un sujet qui va être traité dans les États généraux, la question de l'intelligence artificielle, des algorithmes et des big data est une question qui est fondamentale par toute une série de ses implications. Mais il est évident que ce sont des avancées techniques dans des champs qui n'ont rien à voir, a priori, avec la biologie et la médecine. Donc c'est les avancées des connaissances et des techniques dans la société d'une manière générale. Et donc je crois que restreindre le champ de la bioéthique à des questions spécifiques, c'est parfois quelque chose de trompeur. Et donc il faut avoir l'ouverture la plus grande. En ce qui concerne la question que vous posiez sur l'importance des questions éthiques, je dirais les priorités que l'on peut établir entre les questions éthiques, moi je dirais qu'il y a une grille de lecture qui peut être intéressante. C'est pas de savoir si une question est importante ou pas, c'est de savoir si elle met en jeu de manière importante ou pas le respect des personnes. Et une question éthique est importante quand elle met en jeu les droits fondamentaux des personnes. La déclaration de l'UNESCO sur la bioéthique s'intitule « Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme ».
Et je crois qu'en liant les deux, ce que l'UNESCO a voulu exprimer de manière explicite, c'est qu'au fond, une question de bioéthique est importante quand elle est une question importante en termes de respect des droits fondamentaux. Et donc je crois que c'est une des grilles de lecture que l'on peut faire. Alors après, on peut donner des noms à différents noms à ce respect des droits fondamentaux, les formuler de manière différente. Mais je crois que c'est une grille de lecture importante. Et je crois que la question que vous posiez sur la permissivité, même si ce terme était mis entre guillemets, est une question, là encore, je dirais, pour moi, anecdotique. C'est-à-dire, le problème n'est pas de savoir si on interdit trop ou si on permet trop. La question est de savoir si, encore une fois, ce qu'on interdit est justifié par le respect des droits fondamentaux de chaque personne, et si ce que l'on autorise ou que l'on n'interdit pas est justifié par le respect. Et à ce moment, il ne s'agit pas ni d'être trop restrictif ou trop permissif, il s'agit simplement de savoir s'il y a une adéquation entre les pratiques et ce qu'on considère, à tort ou à raison, à un moment donné, comme le respect fondamental des droits de chaque personne. Dans ce de chaque personne est toute la complexité, parce qu'il est évident que les droits, les aspirations, les demandes de différentes personnes dans un contexte donné particulier, dans un champ particulier de la loi relative à la bioéthique, ne vont pas être les mêmes, voire vont être contradictoires. Et donc je crois qu'un des exercices complexes, c'est comment faire en sorte que des droits dont les demandes, dont l'expression, dont la demande d'accès et parfois contradictoires, peuvent être au mieux tous respectés et ne pas faire peut-être ce qu'on a trop tendance dans notre pays, c'est-à-dire de considérer que ce qui est bon pour certains est forcément, obligatoirement bon pour tout le monde. Et comment réussir au fond à répondre au mieux aux aspirations des uns et des autres, sans que le droit d'une personne empiète sur les droits fondamentaux d'une autre. Et je crois que là encore, c'est un exercice de démocratie important, où il ne s'agit pas de savoir si on va faire basculer le curseur d'un côté ou de l'autre pour des questions de majorité, mais si on peut au mieux, ce qui est toujours difficile, accommoder les pratiques au respect des droits de tous. Un des sujets peut-être, il y a quelques sujets, mais je ne voudrais pas être trop long, un des sujets qui me paraissent importants, c'est les questions, vous voyez, qui sortent du champ de la loi relative à la bioéthique, mais qui sont au centre du débat public et des états généraux, qui sont les questions qui concernent la fin de vie. Les questions qui concernent la fin de vie me semblent refléter un des problèmes majeurs que nous avons dans notre pays, et qui est la difficulté de faire en sorte qu'un droit soit accessible équitablement à chacun. Donc nous avons une loi depuis 1999, depuis 19 ans, qui garantit à toutes les personnes qui en ont le besoin l'accès aux soins palliatifs, et moins de la moitié de nos citoyens dont l'État requiert des soins palliatifs en fin de vie y ont accès. Et donc ça veut dire que 19 ans plus tard, nous ne sommes pas capables de donner accès à un droit fondamental à plus de la moitié de la population. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Ça revient un peu, ça reprend ce que je disais quand je parlais de faire rentrer les pratiques dans la réalité. C'est-à-dire que nous avons une habitude dans notre pays d'avoir des lois qui sont excellentes, mais qui sont déconnectées de la réalité. Donc nous avons une loi sur la scolarisation des enfants handicapés. Ils sont inscrits à l'école, mais beaucoup n'ont pas accès à une éducation. Nous avons une loi sur l'emploi des personnes handicapées. Elle atteint, je crois, actuellement la moitié de son objectif. Nous avons une loi sur le droit au logement, mais nous avons des personnes dans la rue. Donc, je veux dire, il y a quelque chose de très important qui fait partie d'ailleurs des missions du Parlement, si je me souviens bien, et qui tient à ce que Amartya Sen disait, à ce que l'économiste Amartya Sen disait, que un droit sans accès au droit est la négation du droit. Parfois, c'est pire que de ne pas avoir ce droit, parce qu'à ce moment, on lutte pour l'avoir. Mais si ce droit existe, mais qui n'est pas accessible, il y a un côté désespérant. Et donc, je crois que la fin de vie illustre ce problème que nous avons, qui est dans tous les domaines que je connais, nous avons des réalisations remarquables. Nous avons des services de soins palliatifs extraordinaires, de très grande qualité. Nous avons des petites écoles qui accueillent, ou des grandes écoles qui accueillent les enfants handicapés de manière remarquable. Nous avons une difficulté majeure, au fond, à répondre à l'un des éléments de notre devise, qui est l'égalité, qui est l'égal accès. Et à ne pas réaliser qu'un droit
qui est un droit pour certains, eh bien, est quelque chose de restrictif. Donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il me semble que dans la faillite à accompagner, à soulager la douleur et à soulager la souffrance, il y a une faillite de notre société et de notre médecine, qui en partie est issue de notre société, à écouter et à répondre aux personnes. C'est-à-dire quand il ne s'agit plus, hélas, de guérir, de sauver la vie, de remettre sur pied, et que la seule chose qu'on peut attendre des soignants, c'est de soulager la souffrance, la douleur et d'accompagner, eh bien, il y a une espèce de silence, hein, et d'absence. Et je crois que écouter la douleur et la souffrance et y répondre, c'est quelque chose qui est à l'origine de la vocation médicale. Pendant longtemps d'ailleurs, tout ce que pouvaient faire les soignants, c'était d'écouter et d'accompagner. Et ils n'étaient pas capables de faire grand-chose d'autre. Et aujourd'hui que la médecine est capable d'accomplir des exploits extraordinaires, eh bien, elle semble avoir une très grande difficulté à entendre cette souffrance. Et je crois que ne pas entendre la souffrance des personnes, c'est ne pas faire preuve de respect pour ces personnes. Hein, respecter une personne, c'est l'écouter, c'est l'entendre. Et donc je crois qu'il y a vraiment un grand problème. Ce qui nous a frappé lors de nos rencontres avec nos collègues européens, c'est que quand nous leur disions que les soins palliatifs étaient construits en France pour accueillir des personnes dans les 3 semaines qui précèdent leur fin, ils étaient extrêmement étonnés. Parce que, comme le prévoit la loi de 1999, les soins palliatifs ne sont pas des soins de fin de vie, ce sont des soins pour toute personne, qu'elle soit âgée de 7 ans, de 15 ans, de 30 ans, de 70 ans, ou qu'elle soit en fin de vie, qui est dans une situation de douleur, de souffrance, de solitude et d'abandon. Et donc je crois que le fait d'avoir restreint la notion de soins palliatifs, aujourd'hui les services de soins palliatifs sont pour l'essentiel des services de personnes en fin de vie, d'avoir restreint les soins palliatifs aux toutes dernières semaines de la vie à quelque chose de surréaliste. Parce que c'est un peu comme si on disait, quand vous souffrez, nous ne sommes pas là, mais si nous savons que vous ne serez plus là dans 3 semaines, alors nous venons. Malheureusement, nous ne venons pas souvent, mais parce qu'il y a quelque chose d'un peu absurde. C'est-à-dire commencer à accompagner une personne quand on sait qu'elle ne va plus être là bientôt, il y a quelque chose d'un peu absurde. Et je crois que dans tous les pays dans lesquels les soins palliatifs sont institués et accessibles à tous, eh bien, ce sont des soins palliatifs qui ne sont pas des soins pour personnes en fin de vie. Ce sont des soins palliatifs qui sont ouverts pour soulager la souffrance et la douleur. L'autre point, c'est qu'il n'existe... C'est un peu comme si un médecin généraliste, chaque fois qu'il y avait un problème pulmonaire ou cardiaque, disait « il faut appeler le spécialiste ». Je ne sais rien. Un médecin généraliste aujourd'hui ne peut pas assurer les soins palliatifs à domicile parce qu'il n'a ni la formation, pour l'immense majorité d'entre eux, ni le droit d'utiliser un certain nombre des produits qui sont utilisés pour soulager la souffrance et la douleur. Et donc il est évident que si le médecin, et pas seulement le généraliste, mais le cardiologue, le cancérologue, le pneumologue, ne disposent pas du moyen d'assurer eux-mêmes, ils vont faire appel à des services de soins palliatifs. Et la multiplication de services spécialisés est quelque chose qui est un peu surréaliste. Encore une fois, dans les pays dans lesquels chacun a accès aux soins palliatifs, eh bien, tout médecin est capable de les assurer et de les mettre en route. Si c'est compliqué, il fait appel à un spécialiste, comme dans tous les domaines de la médecine. Donc je crois qu'il y a une question à la fois, je dirais, de culture sociétale, et il y a une question de culture médicale, et je crois que les deux se reflètent. Le fait qu'il n'y ait pas de professeurs de soins palliatifs, que le nombre de professeurs associés, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 4 en France. S'il y avait 4 professeurs de cardiologie en France, la cardiologie serait dans un état assez dérisoire. Et donc, tout ça va un peu ensemble, si vous voulez. S'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas de valorisation, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de financement, eh bien, il n'y a pas de soins palliatifs. On me dit parfois, y compris un certain nombre de vos collègues élus, que c'est parce que nous n'avons pas assez d'argent. Je pense que lorsqu'on pense qu'on n'a pas assez d'argent pour répondre à quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on n'y attache pas une grande importance. On n'a jamais beaucoup d'argent pour ce qu'on considère comme secondaire. Et donc nous dépensons énormément, comme je le disais, pour la réparation, mais pas pour la prévention. Nous dépensons énormément pour la réparation, mais pas pour l'accompagnement, pas pour le soulagement de la douleur et de la souffrance, alors que ça n'est pas cher, sauf, et je reviens à ce que je disais au début, en temps humain. C'est une des activités dans lesquelles le temps que l'on passe
à accompagner la personne est essentiel, et pas l'acte technique qu'on réalise, qui peut prendre 2 minutes quand il s'agit de mettre une perfusion. Donc je crois que c'est une question importante. Une des questions importantes pour moi aussi, parce qu'il y a un débat extrêmement cristallisé, extrêmement clivant entre soins palliatifs, accès pour une minorité à euthanasie ou assistance au suicide, comme si ces deux visions étaient alternatives, comme si on ne savait pas que dans les pays qui ont dépénalisé ou autorisé soit l'assistance au suicide, soit l'euthanasie, c'était 1 à 2% des personnes qui y avaient accès, et que donc 98% des personnes décidaient d'être accompagnées dans le cadre des soins palliatifs. Et on a souvent l'impression dans le débat de notre pays que c'est les soins palliatifs pour tout le monde, sans ouverture possible sur assistance au suicide ou euthanasie, ou alors l'assistance au suicide et l'euthanasie pour tout le monde. Il y a quelque chose d'un peu, encore une fois, étrange pour moi, au fond, que chacun ait accès aux soins palliatifs est quelque chose d'indispensable. Que dans ce cadre-là, lorsque des personnes en souffrance demandent quelque chose de plus alors qu'ils vont finir leur vie, eh bien, c'est une autre façon d'écouter, de réfléchir, qui n'est pas antagoniste mais complémentaire. On peut décider et choisir ce que l'on considère comme le plus souhaitable, mais je pense que les deux peuvent se penser ensemble, puisque dans les deux cas, il s'agit de répondre à une souffrance individuelle du mieux qu'on peut. Et je crois qu'imposer à des personnes qui n'ont que quelques semaines à vivre ce que nous pensons être le meilleur moyen de finir sa vie peut avoir quelque chose de protecteur, mais peut avoir quelque chose de très violent. Et j'ai toujours été très étonné des débats qui ont eu lieu avant le vote de la précédente loi sur la fin de vie, sur faut-il autoriser ou pas, et ça a été fait avec un certain nombre de restrictions, faut-il autoriser ou pas une personne à qui il reste quelques semaines à vivre de s'endormir et de ne pas se voir mourir, avec un débat dans lequel un certain nombre d'arguments qui étaient présentés étaient non. Il faut obliger la personne à se voir mourir. Au fond, il ne faut pas lui permettre de dormir. Et donc, je me dis qu'à certains moments, l'application de représentation que l'on a de ce que devrait être une mort ou une fin de vie devient quelque chose de très violent que l'on impose aux autres. Or, la fin de vie est une situation de vulnérabilité extrême, d'une singularité extrême. Nos vies sont singulières. Les derniers moments que nous passons à vivre sont encore plus singuliers. Donc je pense que, quelle que soit la réponse qu'on apporte, l'écoute et la prise en compte de la détresse des personnes est importante. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur ce plan, sur la fin de vie, c'est dans les États. On confond dans notre pays aussi, on parle d'euthanasie, d'assistance au suicide, comme si c'était la même chose. Il y a des pays qui ont dépénalisé ou autorisé l'assistance au suicide et dans lequel l'euthanasie est pénalisée. Il y a des pays qui ont autorisé l'euthanasie. Et donc, même pour nos voisins, c'est pas la même chose. Ça pose des questions différentes. Dans les États américains, comme l'Oregon, maintenant la Californie, le Maryland et d'autres, il y a une possibilité pour les personnes à qui il reste 6 mois de vie. Les médecins pensent qu'elles n'ont que 6 mois à vivre, ou moins de 6 mois. Une possibilité de demander, non pas une assistance au suicide, mais une assistance à une possibilité de suicide. C'est-à-dire que ces personnes demandent et reçoivent, quand leur demande est accordée, c'est de l'ordre de 1 à 2% des personnes, une substance qui leur permet d'interrompre prématurément leur vie. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'État d'Oregon, un tiers des personnes qui obtiennent l'autorisation de cette substance ne la commandent pas. Donc ils l'ont demandé, ils ont obtenu l'autorisation, ils ne demandent pas la substance. Les 2 tiers qui reçoivent la substance, la moitié d'entre eux ne l'utilisent pas et meurent, finissent sa vie dans un service de soins palliatifs. Et donc on voit bien, me semble-t-il, que c'est l'angoisse de ne pas supporter la situation et d'avoir un dernier recours éventuel qui est à l'origine de la demande et pas une demande précise de disparaître à un moment précis. Et donc je crois que écouter cette angoisse, écouter cette demande et y répondre de manière diverse est quelque chose d'important, en tout cas dans la réflexion. Une des choses qui m'inquiète dans notre pays, c'est que dans tous les pays qui ont dépénalisé ou autorisé ces approches, il y a un accès aux soins palliatifs de tout le monde. C'est en plus. Dans notre pays où la majorité de nos concitoyens n'ont pas accès aux soins palliatifs, eh bien ça risquerait d'être une alternative. Des souffrances et la solitude, ou une disparition. Et donc je crois que les deux approches doivent être pensées ensemble, et que, encore une fois, le socle indispensable,
c'est l'accès de chacun à un accompagnement, mais ça n'est pas ça qui doit fermer la réflexion au reste. Un point sur l'assistance médicale à la procréation, l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules, une question extrêmement complexe, mais qui reflète, je pense, l'évolution de notre société, l'adoption des enfants par des couples de femmes et des femmes seules, le mariage pour tous, et donc une évolution qui maintenant en arrive à la demande de pouvoir bénéficier d'une aide de la médecine pour avoir un enfant. Il y a un point, là encore, et je pense, à titre personnel, que l'évolution de la société, de la réflexion sur la notion de famille, fait qu'à titre personnel, je pense qu'il s'agit d'une demande à laquelle une réponse positive devrait être apportée. Mais il y a un point important qui, encore une fois, correspond à la faisabilité, hein, qui n'est jamais un préalable, mais qui est important a posteriori. C'est que nous avons actuellement dans notre pays, ce qui est quand même assez étonnant, nous avons 300 donneurs de sperme par an, pour un pays de 60 millions d'habitants, donc sans doute de 15 millions d'hommes capables de donner. Donc ça veut dire, pour vous donner une échelle, que dans une ville de 300 000 habitants où il y a 150 000 hommes, il y a un donneur. Bon. 300 donneurs, ça permet, puisqu'un donneur n'a pas le droit de donner plus, son sperme à plus de 10 couples, cela veut dire 3000 personnes dans le cadre de l'AMP, 3000 femmes. 3000 couples. C'est le nombre à peu près de couples actuellement hétérosexuels qui bénéficient d'une assistance médicale à la procréation chaque année. Et donc vous voyez bien que si la question des donneurs n'est pas pensée par la société, on risque, si on ouvre, d'arriver à une situation, encore une fois, de droit virtuel, sans accès au droit, avec un conflit pour obtenir ce qui permet la procréation médicalement assistée. Donc je crois encore une fois, contrairement à ce que j'ai souvent entendu, que les problèmes de faisabilité ne sont pas des problèmes d'amont. On décide pour un certain nombre de raisons de dire oui ou de dire non à une certaine approche. Mais les problèmes de faisabilité à ce moment-là deviennent essentiels, si on ne veut pas encore une fois vider un droit qu'on donne de sa réalité. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est l'ingénierie génétique, CRISPR-Cas9. Le fait qu'il existe actuellement une méthode qui permet de manière extrêmement simple et extrêmement efficace de modifier des gènes. Je pense d'ailleurs que les véritables problématiques les plus complexes vont être posées en matière d'écologie et non pas en matière d'application humaine, puisque avec ce qu'on appelle le gene drive actuellement, on peut modifier, en utilisant cette technique, on peut modifier très rapidement une espèce entière d'animaux. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va faire disparaître des moustiques, est-ce qu'on va les modifier, est-ce qu'on va modifier des... Bon, et donc là, il y a des problèmes, étant donné que c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'espèce entière et donc au niveau mondial. Il y a une nécessité non seulement de réfléchir, on est en bioéthique cette fois, et non plus en éthique biomédicale, non seulement de réfléchir avec nos voisins, puisqu'il s'agit de questions internationales, d'impact international, mais aussi de réfléchir à des conséquences qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas envisageables. On ne pouvait pas modifier rapidement une espèce entière. Mais je reviens à ce qui nous concerne, l'ingénierie génétique. Lorsqu'il s'agit de thérapie génique au sens classique du terme, la technique ne change rien. Quelle que soit la technique, du moment qu'elle est sûre et qu'elle n'a pas d'effet secondaire, eh bien, ou qu'elle en a peu, eh bien, c'est une bonne technique. Mais comme vous le savez, la facilité d'utilisation de cette technique a amené à reconsidérer, à se reposer la question de la thérapie germinale, c'est-à-dire de la thérapie héréditaire, qui se transmet à travers les générations. Et donc, lorsqu'il y a une particularité génétique qui s'accompagne d'une maladie, eh bien, au lieu de la modifier chez la personne atteinte, eh bien, on la modifie à travers les générations et les enfants ne seront pas atteints. Ce qui me paraît intéressant dans cette question, pour l'instant, la technique est facile, extrêmement puissante, extrêmement efficace, mais elle est, comme toutes les nouvelles techniques, non dénuée d'effets secondaires. Mais ça n'est pas parce qu'elle l'est aujourd'hui qu'elle ne sera pas d'ici 3 ou 4 ans ou 5 ans une technique sans effets secondaires majeurs. Ce qui m'a frappé dans ce domaine, c'est que, comme vous le savez, ça a fait l'objet de réflexions depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Nous avons signé puis ratifié une convention, la convention d'Oviedo, qui spécifiquement interdit à tous les signataires s'interdisent, de faire des modifications génétiques qui se propagent à travers les générations. Des modifications somatiques du corps, oui, mais pas germinales, pas des gamètes, pas qui se transmettent. Et donc ça a été le fruit de réflexions longues
et multiples, y compris dans notre pays, qui ont abouti à cette conclusion. Si un jour cette technique devient faisable, eh bien nous pensons que le mieux est de ne pas l'appliquer. Ça s'est fait à un moment où la thérapie génique n'existait pas. C'est avant les premiers succès d'Alain Fischer avec les enfants immunodéprimés. Donc c'était vraiment une réflexion sur le jour où il existera une thérapie génique et où on pourrait l'appliquer à la thérapie germinale. Que ferons-nous? Et la réponse a été non. Depuis 2 ans, depuis que cette technique a émergé, eh bien, on entend dans notre pays et un peu partout dans le monde la question de savoir, puisque la technique existe, s'il ne faut pas se remettre à réfléchir. Se remettre à réfléchir est toujours bon. C'est pour ça que je crois que le nouvel examen de la loi relative à la bioéthique est quelque chose de bon. Doit-il avoir lieu tous les 7 ans, tous les 5 ans, ou à intervalles irréguliers? Peu importe. Mais je crois qu'il est toujours bon de se repencher sur les lois et sur leur application à intervalles réguliers. C'est même peut-être quelque chose qui pourrait être institué pour d'autres lois, plutôt que de rester comme une exception dans le domaine de la bioéthique. Où c'est important, et ça devrait s'appliquer pour toutes les lois qui ont des impacts importants, ou c'est pas important, et ça devrait pas s'appliquer à la loi relative à la bioéthique. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la réflexion sur le modèle. Et donc... ce qui me frappe, c'est que c'est le fait que cette technique devienne disponible qui amène à se redemander si au fond on avait raison. Ce qui veut dire d'une certaine façon que lorsque ces réflexions ont eu lieu, et elles sont récentes puisque vous savez peut-être que la signature de la Convention d'Oviedo doit avoir 20 ans, mais la ratification par la France est très récente. Si ma mémoire est bonne, elle a 3 ou 4 ans. Comme si au fond, lorsqu'on avait réfléchi il y a 25 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, on réfléchissait à quelque chose qui était lointain, qui était inexistant, qui était difficile à appliquer et qui donc serait sans doute non dénué d'effets secondaires. Et donc devant le difficile, voire l'impossible, on a décidé que le mieux c'était de dire non. Et c'est assez facile de dire non si on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être jamais, qui sera sûrement compliqué parce que c'est nouveau et dangereux. Bon, on dit on le fera pas. Quand ça existe, on se repose la question. Et donc je pense que la leçon que l'on peut tirer de cette nouvelle réflexion qui est intéressante, c'est que nous devrions, lorsque nous réfléchissons à l'avenir, nous mettre en situation de penser que l'application à laquelle nous réfléchissons sera disponible, facile et sans effet secondaire. Et à ce moment, que ferons-nous? Et ne pas réfléchir à ce qui est lointain et paraît peu probable, comme quelque chose, au fond, qui nous confrontera pas à un choix véritablement important. Et donc je crois que ce réveil, on retrouve la même chose au niveau de la recherche sur l'embryon. Alors, un point qui m'a toujours frappé, je crois qu'il n'a pas été modifié, le législateur, dans sa loi relative à la bioéthique, puis dans la loi concernant l'embryon, si ma mémoire est bonne, n'a pas prévu de délai pour la recherche sur l'embryon. Je ne parle pas des cellules souches embryonnaires. C'est-à-dire que si ma mémoire est bonne, contrairement à d'autres pays, puisque l'Agence de la biomédecine a décidé d'un délai de 15 jours en s'appuyant, ou de 3 semaines en s'appuyant sur un avis du Comité consultatif national d'éthique, qui évidemment n'est que consultatif, en disant que c'était la règle en France. Mais si ma mémoire est bonne, le législateur n'a pas prévu de délai, ce qui veut dire que si on pouvait cultiver un embryon surnuméraire sur lequel on a décidé de faire la recherche pendant 3 mois, je dis n'importe quoi, il n'y a rien dans la loi, dans la législation qui l'interdit. D'autres pays ont prévu un délai, la Grande-Bretagne, les États-Unis, avec des raisonnements d'ailleurs extrêmement intéressants. Pour la Grande-Bretagne, c'est parce que il se passe 15 jours avant que les premières cellules qui vont donner naissance aux cellules nerveuses n'apparaissent. Et donc le raisonnement des Anglais qui est intéressant. Et une personne qui n'a plus d'activité cérébrale est morte en tant que personne. C'est la mort cérébrale. Un embryon qui n'a pas encore de cerveau n'est donc pas encore là en tant que personne. C'est un raisonnement intéressant. Pour moi, c'est pas équivalent, si je devais le dire de manière simple. Un espoir n'est pas du même ordre qu'un regret. Mais c'est intéressant comme forme de raisonnement et on s'enrichit à le voir. Donc c'est 15 jours pour une raison qui est il n'y a pas encore de cellules nerveuses. Il faut dire qu'à l'époque, jusqu'il y a 1 an, on ne pouvait pas faire se développer in vitro un embryon plus de 15 jours. Parce qu'au bout de 15 jours, il y a ce qu'on appelle l'implantation,
qui dans l'utérus est la fixation de l'embryon à la paroi utérine de la mère. Et donc, comme il n'y a pas de possibilité d'implantation, il n'y a plus de possibilité de développement in vitro. Donc, au fond, on avait fait une règle d'une impossibilité concrète. Il y a un peu plus d'1 an, des chercheurs, pour la première fois, ont réussi à développer un embryon in vitro au-delà de 15 jours. Et dans tous les pays a commencé la question, mais puisqu'on peut développer au-delà de 15 jours, est-ce qu'on ne devrait pas reconsidérer notre limite? Et donc, vous voyez que je suis toujours surpris par le fait qu'on s'interdit pour des raisons qui ne sont pas des raisons de faisabilité, à tort ou à raison, je puis dire une démarche, mais quand elles deviennent faisables, on dit, attendez, on avait réfléchi, mais on n'avait pas réalisé vraiment que c'était faisable. Donc je crois qu'il y a une leçon, encore une fois, lorsque nous réfléchissons à l'avenir, mettons-nous en situation de véritablement penser que ce à quoi nous réfléchissons sera peut-être un jour possible. Et j'ai l'impression que nous interdisons avec d'autant plus de facilité que nous considérons que ce à quoi nous renonçons est peu probable, voire impossible. Dernier point, si la technique est facile et devient demain facile et sans effet secondaire majeur, ça veut dire qu'elle est réversible. Et donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de thérapie germinale à travers les âges, les siècles, les générations. Ça peut être une thérapie pour une génération. Et si on s'aperçoit que ça n'est pas souhaitable comme on le pensait, eh bien on pourrait revenir en arrière. Et je crois que le fait de ne pas avoir pensé à cette réversibilité dans le passé était dû au fait, encore une fois, que on se projetait dans quelque chose de compliqué, de difficile. Réversible veut dire facile à faire. Donc je crois qu'il y a à la fois une leçon sur la manière dont nous devrions réfléchir sur des sujets qui nous paraissent des sujets lointains d'avenir, et encore une fois réfléchir jusqu'au bout, en considérant que eh bien, c'est quelque chose auquel nous serons peut-être confrontés. Merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas... La réflexion est profonde, pleine de bon sens et interpelle, puisque le sujet est plus large même que la bioéthique, c'est le sujet effectivement d'éthique sociétale. Et je suis sûr que mes collègues vont avoir un certain nombre de questions. Je suis malheureusement obligé de m'absenter, c'était prévu, c'est Chantal Douaneau qui va venir. Isabelle, pardon. Elisabeth. Elisabeth Douaneau, mille excuses. Qui va venir me remplacer pour animer le débat maintenant. En tout cas, merci. Il y a des pistes de réflexion qui vont nous aider tout à fait dans notre mission. Je suis vraiment désolé. Merci. Tu perds la tête en épaule. Absolument. Bonjour, chers collègues. Alors, il y a des demandes de parole après l'ensemble de cet exposé qui nous a tous passionnés et qui nous projette dans des explorations à venir. Président, donc je vais laisser tout d'abord la parole à ma collègue Madame Meunier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Amezen, pour cette conversation, j'allais dire, en tout cas ce que vous nous avez donné en peu de temps. C'est une notion d'ailleurs, le temps que vous avez abordé au début, et je pense qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour... il nous faudra un séminaire, je pense, pour prendre tous les sujets que vous nous avez comme ça déroulés les uns après les autres. Le cadre, donc c'est bien la révision de la loi de bioéthique. Et donc, moi, je voulais vous poser cette question et avoir votre avis sur ce que vous nous avez développé, la méthode et le fond. La méthode, donc depuis le 18 janvier dernier, sur les territoires, il y a des rencontres régionales qui se déroulent et qui vont se dérouler encore. Et on voit bien que parmi les 9 thèmes, me semble-t-il, il y en a 2 qui mobilisent largement, essentiellement, et qui parfois empêchent d'autres discussions. Donc je veux nommer l'aide à la procréation et les questions de fin de vie, que vous nous avez d'ailleurs aussi que vous avez également abordé. Mais
ce que je pense, c'est que le législateur a déjà travaillé ces questions, parfois récemment, hein, pour les questions de fin de vie, et sans les minimiser, je ne sais pas si d'une manière éthique, il y a des choses nouvelles à dire. Par contre, le législateur peut reprendre, évidemment, le travail et aller plus loin avec une nouvelle proposition ou un nouveau projet. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai l'impression que ce réexamen de la loi, en tout cas, je redoute que ça passe à côté de l'objet qui est un réexamen pour aujourd'hui, mais pour demain. Et toutes ces questions que vous nous abordez sur le big data, le partage des données, la médecine personnalisée, la technique, les nouvelles, enfin CRISPR-Cas9, qui, je suis de votre avis, est une véritable révolution, hein, ces ciseaux moléculaires qui peuvent complètement éradiquer des maladies rares, des problèmes chez la personne, mais aussi chez l'être humain et tout ce qui est végétal, etc. Quand est-ce qu'on va en discuter? Est-ce qu'on va en discuter? Donc voilà, donc c'est un peu à la fois votre avis là-dessus, que j'aimerais que vous nous partagiez, et puis profiter aussi pour dire qu'il ne faudrait pas rater cette opportunité que nous avons, nous, en tant que législateurs, de vraiment reprendre les choses et d'en remettre, parce que, bon, je ne parle pas de tout ce qui est numérique, robotisation, etc. Ce sont des questions qui déjà se posent à la médecine et à la société entière. Et voilà, ce serait dommage de rater le coche. En tout cas, merci pour votre... Merci, chers collègues. Cher Michel, je vous propose que nous proposions au président du comité consultatif de répondre à chacune de vos questions, parce que pour l'instant, je n'ai pas trop d'inscriptions, ça permettra de développer et nous reprendrons successivement vos questions ensuite. Donc, président, si vous voulez bien répondre à ma collègue. Alors, je partage tout à fait ce que vous avez exprimé, et je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que je pense que plus il y a un couplage entre le débat public et l'idée d'une révision et d'une modification de la loi, et plus, au lieu d'une réflexion générale, ouverte, à la recherche d'élaboration de questionnements, voire de réponses nouvelles, on assiste au fond à je dirais, une forme de lobbying, hein, même si elle prend des formes. C'est-à-dire que c'est l'occasion de faire passer les demandes qui sont considérées comme sociétalement les plus urgentes dans la loi et dans la réalité. Et donc c'est difficile, je pense, d'avoir un débat serein, d'avoir un débat ouvert, d'avoir un débat qui se projette sur le long terme, d'un débat d'écoute, de réflexion collective, lorsqu'on pense qu'il va y avoir des décisions qui sont prises. Parce qu'à ce moment, c'est l'importance que l'on attache au sujet, et je dirais son caractère immédiat et présent, qui prime sur une réflexion prospective. Et donc je crois que tous ces sujets méritent d'être pensés, mais plus cette réflexion est considérée comme éclairant, comme ayant pour but d'éclairer la société et d'éclairer le législateur, et non pas de donner lieu à une réponse immédiate, plus on a de probabilité d'avoir une véritable réflexion globale et prospective. En plus, comme je le disais, non seulement globale et prospective, mais qui essaye d'inscrire les sujets de cette réflexion dans un contexte plus large et plus global. Et je dirais, le temps court, 6 mois, et l'idée que dès que le débat sera clos, le législateur va se mettre au travail et trancher, eh bien, donne quelque chose qui est de l'ordre d'une cristallisation et donc d'une restriction. Et vous avez raison de dire, alors je pense que ce n'est pas parce que on a beaucoup réfléchi sur les sujets comme la fin de vie ou l'assistance médicale à la procréation qu'il faudrait s'en dispenser, mais leur donner, comme vous le dites, la place qui est la leur dans toute une série d'autres réflexions qui ne sont pas des réflexions, encore une fois, sur le présent, mais des réflexions sur le futur. Et je crois que nous avons du mal à réfléchir sur le futur, j'essaie de le dire, hein, ou lorsque nous y réfléchissons de manière très abstraite. Et l'idée de prendre du temps pour réfléchir à demain, lorsqu'il y a des choses qui préoccupent dans le présent, est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc je crois que vous avez raison. Je crois qu'il y a des questions qui sont des questions majeures dans le domaine de la médecine. Je pense que par exemple les nouvelles techniques auxquelles je faisais allusion de séquençage complet du génome vont changer totalement la pratique
du médecin, vont changer totalement la notion d'information, de réflexion, de choix libre et informé pour les personnes, mais vont changer aussi, je pense, le métier de médecin. Qu'il s'agisse du big data, de l'intelligence artificielle ou de la génomique, qui est une forme d'interprétation du big data, parce que c'est la génomique, c'est le métabolome, c'est le génome, c'est le microbiome, c'est le protéome, et donc le médecin ne pourra plus à la fois interpréter ces résultats, les comprendre, se les approprier et en discuter avec la personne. Et je crois que le métier de médecin va, comme ça s'est passé dans le domaine hospitalier à un certain moment, le métier de médecin va devenir un métier d'équipe. Et c'est important que la société réfléchisse, c'est-à-dire que c'est important que les médecins ne se sentent pas dépossédés de ce qui fait l'importance de leur profession, en ayant l'impression qu'ils ne peuvent plus l'assurer tout seuls. Et c'est quelque chose qui est complexe. J'ai toujours été frappé du fait que beaucoup de médecins se sont sentis dépossédés du fait qu'on leur ait demandé, qu'on leur ait dit que le plus grand service qu'ils peuvent rendre à une personne, ça n'est pas de prescrire à la personne ce qu'il convient de faire, mais de l'aider à choisir elle-même si elle le souhaitait. C'est comme si pour certains médecins, c'est comme si on leur retirait au fond quelque chose. Et je pense que le fait qu'il va falloir être plusieurs pour comprendre, interpréter, informer, dialoguer, il ne faut pas qu'il y ait cette même réaction d'une médecine qui se sent dépossédée par des approches techniques qui peuvent la remplacer. Vous parliez de médecine personnalisée. Là encore, il y a quelque chose, je dirais, c'est un peu comme ce que je disais sur les formulaires qui remplacent le processus. La médecine de précision est une médecine fondée sur des preuves, et donc une médecine statistique. Toutes les médecines actuelles fondées sur des preuves sont fondées sur des preuves statistiques. Ce sont des preuves statistiques les mieux appariées possibles aux problèmes de la personne. Mais c'est pas une médecine de l'individu, c'est une médecine de l'individu, parce que ce qui va être trouvé est corrélé à d'autres, à plusieurs autres. Ce qui se fait déjà en cancérologie, c'est que la tumeur, le génome de la tumeur est mis en relation avec les génomes des tumeurs qui lui ressemblent le plus pour juger de l'efficacité du traitement qui va être donné. Et le génome de la personne est associé au génome des personnes qui lui ressemblent le plus pour éviter les effets secondaires de la chimiothérapie. Donc vous voyez que c'est des croisements de nuages de points dont la résultante est la meilleure adaptation. La personne n'existe pas dedans. Vous pouvez très bien avoir toutes vos réponses sans avoir jamais vu la personne, ni même sa photo. Et donc, si vous ne réintroduisez pas la personne, le dialogue avec la personne, l'interrogation sur ce qu'elle est, ses craintes, ses espoirs, ce qu'elle veut, eh bien la personne disparaît de cette médecine de précision. Et donc, l'avoir appelée médecine personnalisée, comme si au fond la personne était là dans cette approche, alors que la personne en est totalement absente, est encore une fois quelque chose d'extrêmement trompeur, parce que si on ne fait pas un effort pour réintroduire la personne et la prise en compte de la personne, eh bien le grand risque, c'est justement qu'elle disparaisse. L'autre risque, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le médecin disparaisse, puisque c'est pas le médecin qui va faire les analyses, qui va le faire. Et donc repenser, encore une fois, la personne, le médecin, dans ce contexte, demande de repenser la médecine et donc la formation des médecins, les études médicales. Et c'est une réflexion qui implique la société entière. Les algorithmes, c'est une chose. Vous savez qu'il y a eu aux États-Unis, on prédit le risque de récidive des personnes qui ont été emprisonnées en utilisant des algorithmes. Des études ont montré que ces algorithmes sont biaisés pour des raisons en gros, ces algorithmes ont tendance à penser que les Afro-Américains ou les personnes d'origine latine ont beaucoup plus de probabilité de récidiver que les personnes dont la peau est plus claire. Donc, ils sont biaisés. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas en open source. Ce sont des algorithmes qui sont vendus avec un secret de fabrication. Et donc, si vous voulez comprendre comment les algorithmes marchent et les corriger, eh bien, il faut qu'ils soient accessibles. Et donc, un des enjeux, c'est est-ce que les algorithmes qui interviendront dans un domaine qui est du bien public, la justice, à mon sens, l'est, mais c'est pas comme ça que c'est fait aux États-Unis, dans la justice éventuellement, mais en tout cas en médecine, seront des algorithmes ouverts sur lesquels les chercheurs, les médecins, la société pourront comprendre les mécanismes qui font que telle ou telle démarche est proposée. Il y a un papier qui a été publié il y a 2 semaines dans Science
qui évaluait l'un de ces algorithmes utilisés en justice américaine, et il comparait les prédictions de l'algorithme en ce qui concerne les récidives avec les prédictions d'un panel de citoyens tirés au sort sans aucune connaissance ou expertise en matière juridique. Eh bien, les prévisions du panel de citoyens étaient identiques à celles de l'algorithme. Donc il y a une espèce de survalorisation. Vous prenez un algorithme qui est quelque chose de très moderne, qui est de la nouvelle technologie, et au fond vous pouvez arriver à quelque chose qui, ça mérite la publication dans la plus grande revue scientifique, l'une des 2 plus grandes revues scientifiques du monde, qui ne dit pas mieux que n'importe qui. Mais ça a un cachet extraordinaire, parce que si on vous disait il y a un panel de citoyens tirés au sort, n'ayant reçu aucune information particulière qui vous prédit la récidive, vous diriez c'est pas vraiment très intéressant. C'est un algorithme. Donc il faut se méfier aussi de la fascination pour ce qui est nouveau et ce qui est paré de vertus, qui parfois ne sont pas là. L'intelligence artificielle, et en particulier les machines à apprentissage non supervisé, c'est-à-dire les machines qui apprennent toutes seules au fur et à mesure qu'elles réalisent l'expérience, les machines qui ont battu récemment les meilleurs joueurs de Go et les meilleurs joueurs de poker au monde, sont des machines dont pour l'instant, il est extrêmement difficile, voire impossible, ça va peut-être changer, de récapituler ce qui les a amenés à leur conclusion. Donc ces machines ont un comportement étonnant, c'est pour ça qu'on les prend. Les joueurs de Go qui ont assisté aux parties où la machine a battu les grands maîtres n'ont pas compris les coups que faisait la machine. C'est pour ça qu'elle gagne sur les grands maîtres, parce que les grands maîtres ne comprennent pas ce qu'elle fait. Mais dans le Go, nous connaissons les règles. Donc nous savons quand la machine a gagné ou quand elle a perdu. Lorsqu'on lui demande de faire quelque chose de nouveau dans le domaine du diagnostic ou de la thérapie médicale, nous ne connaissons pas les règles. C'est à la machine que nous le demandons. Et donc, si nous nous reposons sur des machines dont nous ne pouvons pas comprendre les modalités qui les ont amenés à avoir telle conclusion, ça posera un problème majeur. Et donc la question, c'est comment pouvons-nous faire en sorte d'être aidés par ces machines et non pas de devenir les instruments de ces machines dont nous ne découvrirons qu'a posteriori si elles se sont trompées ou pas. Et donc je pense que ça demande un effort de réflexion profond. Comme vous le disiez, c'est évidemment très au-delà du champ de la médecine, mais ça touche de manière particulière la médecine. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir dans le domaine biomédical sans s'ouvrir à la réflexion dans d'autres domaines, mais il y a une spécificité qui ne sera pas prise en compte dans d'autres domaines. Donc je crois que c'est un sujet extrêmement important. La société est à la fois... J'avais assisté à une forme de conférence de citoyens sur le sujet organisée par le ministère de la Santé il y a 1 an ou 1 an et demi, si ma mémoire est bonne. Une partie de la société, les citoyens, sont intéressés, sont fascinés. Quand on comprend mal, on l'a vu dans des tas d'autres domaines, dans les quelques lignes qui m'étaient adressées, il y avait la question du paradoxe que le président citait tout à l'heure entre une société qui attend beaucoup et qui se méfie de la science. Moi, je crois que ce n'est pas la question de se méfier de la science ou pas. C'est au fond d'avoir une difficulté à s'approprier ce qu'elle signifie. Hein, nous avons aussi une culture j'allais dire, nous confondons culture scientifique très souvent avec annonce des résultats. Mais les annonces de résultats, si vous ne connaissez pas le processus qui les met à jour, c'est quelque chose de complètement abstrait. On vous dit qu'on a découvert ça et puis qu'on n'a pas découvert ça. Donc je crois qu'il y a une appétence, un désir et en même temps un recul devant la difficulté d'appréhender le processus même, la signification des connaissances, presque d'un point de vue épistémologique. Que signifie l'avancée de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi s'agit-il ? Avant de savoir, ce qui est souvent le sujet de débat aujourd'hui, si c'est bon ou mauvais. Et souvent, quand on ne comprend pas très bien et qu'il y a une urgence, d'où l'intérêt de commencer la réflexion longtemps avant les applications, en se mettant en situation, comme je le disais tout à l'heure, de penser qu'elles sont probables, eh bien, quand ça arrive, soit on se dit c'est mauvais et il y a une réaction de panique, soit on se dit puisque c'est nouveau, c'est bon, et il y a une réaction d'enthousiasme. Et donc vous avez une partie de la société qui est enthousiaste et une partie de la société qui a peur. Mais ni de l'enthousiasme ni de la peur n'émerge une réflexion capable d'éclairer au mieux la question qui n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle, comme le disait Ésope pour la langue est la pire et la meilleure des choses. L'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise. La question, c'est comment pouvons-nous l'utiliser au mieux du respect de chaque personne et avec le moins d'inconvénients possible. Et là, je dirais, le caractère radicalement nouveau des performances que permettent ces outils font que la réflexion n'est pas facile. Et je crains en effet, comme vous le disiez, que ça soit reporté
à plus tard, et que ça se cristallise sous forme, encore une fois, de panique ou d'enthousiasme, au lieu d'être un véritable sujet d'appropriation et de réflexion. Voilà donc pour cette audition de Jean-Claude Amezen, le président d'honneur du comité consultatif national d'éthique devant la commission des affaires sociales du Sénat. C'est le sénateur Alain Milon, il l'a dit, le président de la commission des affaires sociales qui est à l'initiative. Et bien un cycle d'audition et de table ronde. L'objectif c'est de nourrir la réflexion du Sénat en vue de la révision de la loi de bioéthique de 2011. L'idée c'est donc de réfléchir à cette loi de bioéthique, en particulier la recherche sur l'embryon et les cellules souches, les dons et les transplantations d'organes, ou encore l'assistance médicale à la procréation. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.